La réalité n'existe pas tant que vous ne la regardez pas. Cela ressemble à du délire. Pourtant, il y a 100 ans, les plus grands esprits de la planète ont mené une expérience qui a bouleversé toutes les conceptions de l'univers. Il s'est avéré que les particules élémentaires savent, d'une manière ou d'une autre, si elles sont observées ou non, et modifient leur comportement en conséquence. Les scientifiques ont tenté de trouver le piège, ont cherché des mécanismes cachés, ont vérifié et revérifié les résultats. Mais le fait est resté. L'acte même d'observer change physiquement ce qui se passe dans le monde, au niveau quantique. Un électron se comporte d'une certaine manière lorsqu'il est surveillé, et tout à fait différemment lorsqu'on le laisse tranquille. Un photon de lumière traverse 2 fentes simultanément, tant que personne ne regarde, mais il suffit d'installer un détecteur pour que cette magie disparaisse. Il en résulte que notre monde, à son niveau le plus fondamental, dépend du fait que nous le regardions ou non, ou bien qu'il se passe ici quelque chose d'encore plus étrange que nous ne pouvons pas encore totalement comprendre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des expériences les plus mystérieuses de l'histoire des sciences et tenter de comprendre pourquoi l'observation change la réalité. Si ce genre de questions sur la nature de notre monde vous intéresse, abonnez-vous impérativement à la chaîne et mettez un pouce bleu pour ne pas manquer les prochaines analyses des énigmes les plus captivantes de la science et du cosmos. Devant nous s'ouvre un voyage vers un monde où l'intuition échoue et où le bon sens est impuissant. Commençons par le tout début, l'année 1801, Angleterre. Un jeune médecin et physicien par la même occasion, Thomas Young, mène une expérience qui devait régler une fois pour toutes une dispute qui durait depuis plus d'1 siècle. Qu'est-ce que la lumière ? Newton affirmait que c'était un flux de minuscules particules, des corpuscules, volant en ligne droite. Huygens objectait « La lumière est une onde qui se propage dans un certain milieu, comme des vagues sur l'eau. » Young a donc pris une installation simple, une source de lumière, un écran opaque avec 2 fentes étroites et une plaque photographique derrière. Si Newton avait eu raison, 2 bandes lumineuses auraient dû apparaître sur la plaque face aux fentes, là où les particules de lumière frappent. Mais Young a vu tout autre chose. Sur l'écran est apparue une image composée d'une multitude de bandes claires et sombres alternées, une figure d'interférence, comme l'appellent les physiciens. On peut voir exactement la même chose si l'on jette 2 pierres dans une eau calme et que l'on observe comment les cercles d'ondes qui se propagent se superposent. Là où la crête d'une vague rencontre la crête d'une autre, il y a amplification. Là où une crête rencontre un creux, elles s'annulent mutuellement. La lumière faisait la même chose. Elle passait à travers les 2 fentes comme une onde, et ces 2 ondes interféraient entre elles, créant un motif sur l'écran. Les corpuscules ne peuvent pas se comporter ainsi. Donc, la lumière est une onde. La communauté scientifique a poussé un soupir de soulagement. La dispute était réglée. Huygens avait gagné, Newton s'était trompé. Pendant les 100 années suivantes, les physiciens ont travaillé tranquillement avec la théorie ondulatoire de la lumière, et elle expliquait parfaitement tous les phénomènes observés. Et puis, le XXe siècle est arrivé, et tout a de nouveau basculé. En 1900, le physicien allemand Max Planck, tentant de résoudre le problème du rayonnement du corps noir, a avancé une hypothèse folle. L'énergie de la lumière n'est pas transmise en continu, mais par paquets, par quantas. Einstein a repris cette idée et, en 1905, a expliqué l'effet photoélectrique en montrant que la lumière se comporte effectivement comme un flux de particules, que l'on appellerait plus tard des photons. Mais attendez, qu'en est-il de l'interférence de Young ?
comment des particules peuvent-elles créer une image ondulatoire? Les physiciens se sont retrouvés dans une impasse. D'un côté, l'expérience de Young montrait, sans équivoque, la nature ondulatoire de la lumière. De l'autre, de nouvelles expériences démontraient tout aussi clairement sa nature corpusculaire. Qu'est-ce que la lumière représente réellement? En 1924, le physicien français Louis de Broglie a avancé une idée révolutionnaire. Et si non seulement la lumière, mais aussi toutes les particules de matière possédaient une double nature? Et si les électrons, les protons, les atomes étaient eux aussi à la fois des particules et des ondes? L'idée semblait absurde, mais dès 1927, les physiciens américains Davison et Germer ont mené une expérience qui a confirmé l'hypothèse de Broglie. Ils ont dirigé un faisceau d'électrons sur un réseau cristallin et ont vu une figure de diffraction. Les électrons, ces minuscules particules avec une masse et une charge, se comportaient comme des ondes. Le monde a cessé d'être compréhensible. Mais le véritable choc était à venir. Imaginez que nous ayons modifié l'installation de Young en remplaçant la lumière par des électrons. Nous avons installé un canon qui tire des électrons vers une plaque avec 2 fentes. Et derrière la plaque, nous avons placé un écran détecteur qui enregistre les impacts. Nous lançons l'expérience et attendons. Au début, comme prévu, une figure d'interférence apparaît sur l'écran. Les électrons passent à travers les 2 fentes comme des ondes, interfèrent et créent des maximums et des minimums alternés. D'accord, direz-vous. Peut-être que les électrons interagissent d'une manière ou d'une autre entre eux en vol, et que c'est de là que vient l'interférence? Vérifions. Nous ralentissons le canon pour qu'il émette les électrons un par un. Un électron est parti, a traversé les fentes, a frappé l'écran, a laissé un point, pause, l'électron suivant, un autre point, et ainsi de suite. À un moment donné, suffisamment de points s'accumulent sur l'écran pour voir l'image globale. Et que voyons-nous? Des franges d'interférence, ces mêmes maximums et minimums alternés. Mais comment est-ce possible? Chaque électron, n'interagissant avec personne. Avec quoi a-t-il interféré? La seule explication, chaque électron individuel a traversé les 2 fentes simultanément. Il a interféré avec lui-même et a frappé l'écran aux endroits où l'interférence produisait une amplification. La particule se trouvait à 2 endroits à la fois. Cela semble fou, mais les expériences montraient exactement cela. L'électron, jusqu'au moment de l'impact sur l'écran, n'avait pas de position définie. Il existait dans un état de superposition, étalé dans l'espace comme une onde de probabilité. Et ce n'est qu'au moment de la détection, lorsqu'il heurtait l'écran, que cette onde s'effondrait en un point concret. Mais le plus étrange a commencé lorsque les physiciens ont décidé de découvrir par quelle fente exactement passait chaque électron. Ils ont installé des détecteurs juste à côté des fentes pour enregistrer le passage de la particule. Et à ce moment-là, quelque chose d'incroyable s'est produit. La figure d'interférence a complètement disparu. Au lieu de bandes alternées, 2 zones floues sont apparues sur l'écran face à chaque fente. Exactement ce que nous aurions vu si les électrons se comportaient comme des particules ordinaires. En installant simplement un détecteur, sans toucher aux électrons, sans gêner leur vol, les physiciens ont changé l'issue de l'expérience. Lorsque les électrons étaient observés, ils cessaient d'interférer et se comportaient comme des particules. Lorsque l'observation était retirée, l'interférence revenait. Les électrons semblaient savoir si on les regardait ou non, et changeaient leur comportement en conséquence. Essayez de vous représenter cela visuellement. Il y a une minuscule bille qui vole vers un obstacle avec 2 trous. Si personne ne regarde, elle se transforme en onde, passe à travers les 2 trous à la fois, crée une interférence et atterrit
là où les ondes se renforcent mutuellement. Mais il suffit de poser une caméra et de commencer à observer pour que la bille redevienne une bille, passe par un seul trou et atterrisse là où une bille ordinaire aurait volé. Mais la caméra n'a rien fait directement à l'électron. Elle a simplement enregistré son passage. Comment l'électron a-t-il su qu'il était observé? Pourquoi le fait de mesurer change-t-il son comportement? En 1927, lorsque ces résultats sont devenus évidents, les physiciens se sont réunis à Copenhague pour une conférence qui est entrée dans l'histoire. Niels Bohr et Werner Heisenberg ont présenté ce que l'on appellera plus tard l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Leur explication sonnait ainsi. Jusqu'au moment de l'observation, la particule n'a pas de propriété définie. Elle est décrite par une fonction d'onde, un objet mathématique qui contient tous les états possibles de la particule simultanément. L'électron n'est ni ici ni là. Il est nulle part et partout à la fois, étalé dans l'espace avec une probabilité différente de se trouver en chaque point. Mais lorsque nous effectuons une mesure, que nous observons la particule, la fonction d'onde s'effondre instantanément, de manière irréversible. De façon aléatoire, elle se réduit à un état concret unique. L'électron choisit où être et apparaît précisément là. Einstein détestait cette idée. Il a exprimé son désaccord par sa phrase célèbre « Dieu ne joue pas au dé ». Comment une théorie fondamentale peut-elle se baser sur le hasard? Comment peut-on affirmer qu'une particule n'a pas de position avant la mesure? Est-ce que la Lune disparaît quand nous ne la regardons pas? Bohr répondait « Il ne nous est pas donné de savoir ce qui se passe entre les mesures. La physique traite des résultats des observations, et non de la réalité au-delà de celle-ci. La question de savoir où était la particule avant la mesure est tout simplement dénuée de sens. » Heisenberg est allé plus loin et a formulé le principe d'incertitude. Il a montré que dans le monde quantique, il existe des paires de grandeurs qu'il est fondamentalement impossible de mesurer simultanément avec une précision absolue. La position et l'impulsion, l'énergie et le temps. Plus vous connaissez précisément la position de la particule, moins son impulsion est définie, et inversement. Ce n'est pas une limitation technique, ni une imperfection des instruments. C'est une propriété fondamentale de la nature. L'univers lui-même ne permet pas de connaître ces deux grandeurs à la fois. Bohr a ajouté à cela le principe de complémentarité. La description ondulatoire et la description corpusculaire de la particule s'excluent mutuellement, mais les deux sont nécessaires pour une compréhension complète. Une particule peut manifester soit des propriétés ondulatoires, soit des propriétés corpusculaires, selon l'expérience que nous menons, mais jamais les deux simultanément. Mais qu'est-ce que l'observation dans ce contexte? Beaucoup de gens, en entendant cela, ont décidé que la conscience humaine possédait une sorte de pouvoir spécial capable d'influencer les processus quantiques, que l'esprit de l'observateur provoquait l'effondrement de la fonction d'onde. Cette idée a donné naissance à toute une industrie de spéculation pseudo-scientifique sur la force de la pensée, la création de la réalité par la conscience et autres concepts mystiques. Mais les physiciens ont toujours souligné: l'observateur en mécanique quantique n'est pas nécessairement un humain et n'est pas nécessairement un être conscient. Un observateur est n'importe quel système de mesure, n'importe quel appareil qui interagit avec l'objet quantique et reçoit une information sur lui. Lorsqu'un détecteur enregistre le passage d'un électron à travers une fente, il interagit avec lui. Cette interaction laisse une trace, un enregistrement dans l'environnement. Des photons de lumière se reflètent sur l'électron. Les atomes du détecteur changent d'état. Un processus thermodynamique irréversible se produit. C'est cela, l'observation. Non pas
un acte de perception consciente, mais une interaction physique qui crée un enregistrement classique d'un événement quantique. Et c'est précisément cette interaction qui détruit la superposition quantique. Imaginez une pièce de monnaie lancée en l'air. Tant qu'elle vole et tourne, elle n'est ni pile ni face. Elle est dans un état de rotation, en superposition des deux côtés. Mais quand la pièce tombe sur la table et s'arrête, la superposition disparaît et nous voyons un résultat concret. Seulement, dans le monde quantique, cette analogie est bien plus profonde. L'électron n'avait vraiment pas d'état défini avant la mesure. Il ne faisait pas que tourner rapidement en cachant son vrai visage. Il existait dans tous les états à la fois, et seul l'acte de mesure l'a forcé à choisir. Mais l'interprétation de Copenhague, malgré toute son élégance, laissait une masse de questions sans réponse. Qu'est-ce qui provoque exactement l'effondrement de la fonction d'onde? Pourquoi certaines interactions mènent-elles à l'effondrement et d'autres non? Où passe la frontière entre le monde quantique et le monde classique? Ces questions ont tourmenté les physiciens pendant des décennies, et progressivement, une explication alternative est apparue, qui ne nécessitait pas d'effondrement mystique de la fonction d'onde. Cette explication s'appelle la décohérence. Son essence est la suivante. L'effondrement de la fonction d'onde ne se produit pas en réalité. La fonction d'onde continue d'évoluer selon ses lois, toujours. Mais lorsqu'un système quantique commence à interagir avec l'environnement, avec l'énorme quantité d'atomes et de molécules autour, il se produit une intrication. L'état quantique du système s'entremêle avec les états quantiques de l'environnement de manière si complexe qu'il devient pratiquement impossible de suivre toutes les corrélations. L'information sur la superposition quantique ne disparaît pas. Elle se disperse simplement dans l'environnement, devient inaccessible à l'observation. Pour un observateur extérieur qui ne voit que le système lui-même, mais ne peut pas suivre toutes les particules de l'environnement, cela ressemble exactement à un effondrement. L'interférence disparaît, la superposition s'évanouit, le système commence à se comporter de manière classique. Mais en réalité, il n'y a eu aucun saut instantané. L'information quantique s'est simplement répandue dans les innombrables degrés de liberté de l'environnement. C'est un processus thermodynamiquement irréversible, semblable à la dissolution d'une goutte d'encre dans l'eau. Théoriquement, on pourrait rassembler l'encre si l'on connaissait les trajectoires de toutes les molécules, mais pratiquement, c'est impossible. La décohérence explique pourquoi nous ne voyons pas d'effet quantique dans la vie quotidienne. Les objets macroscopiques interagissent constamment avec l'environnement, avec les molécules d'air, avec les photons de lumière, avec le rayonnement thermique. Ces interactions détruisent instantanément toute superposition quantique. Le temps de décohérence pour des objets ordinaires est d'une fraction de seconde. C'est précisément pour cela que le chat de Schrödinger ne peut pas être simultanément mort et vivant. Bien avant que nous n'ouvrions la boîte, la décohérence aura fait son œuvre et le chat se trouvera dans un état défini. Les expériences le confirment. Les physiciens ont mené des expériences avec des molécules de Fullerène, des structures énormes à l'échelle quantique, composées de dizaines d'atomes de carbone. Lorsque les molécules étaient froides et isolées, elles démontraient une interférence en passant à travers une grille. Mais lorsqu'on les chauffait et qu'elles commençaient à émettre des photons infrarouges, l'interférence faiblissait. Plus la molécule émettait de photons, plus la décohérence était forte, plus vite l'image quantique disparaissait. Aucun observateur n'était requis, seulement une interaction avec l'environnement. Il s'avère que l'énigme de l'effet de l'observateur a une explication tout à fait physique, sans faire appel à la conscience ou au mysticisme. Lorsque nous plaçons un détecteur près de la fente, il interagit avec l'électron, échange avec lui des photons ou d'autres particules. Cette interaction intrique l'électron, provoque la décohérence
et la superposition quantique est détruite. L'électron cesse d'interférer, non pas parce qu'il a su qu'il était observé, mais parce que l'interaction avec le détecteur a modifié son état quantique de manière irréversible. Mais même en tenant compte de la décohérence, de profondes questions philosophiques demeurent. Si la fonction d'onde ne s'effondre jamais, mais continue d'évoluer en incluant de plus en plus de systèmes, que se passe-t-il réellement? Existe-t-il une réalité objective, indépendante de l'observation? Ou bien, le monde est-il vraiment créé dans le processus de mesure? Nous tenterons de répondre à ces questions par la suite. Mais d'abord, regardons des variantes encore plus étranges de l'expérience des deux fentes, qui compliquent encore plus le tableau et nous forcent à douter de tout ce que nous considérions comme évident sur la nature du temps et de la causalité. À la fin des années 90, les physiciens ont décidé de pousser l'expérience des deux fentes jusqu'à la limite absolue pour comprendre, enfin, comment fonctionne cet étrange lien entre observation et réalité. Ils ont créé une installation qui a reçu le nom de gomme quantique à choix retardé. Et les résultats de cette expérience se sont avérés si choquants que même aujourd'hui, beaucoup refusent d'y croire. Imaginez l'expérience standard des deux fentes, mais avec une ruse. Au lieu d'une source de lumière ordinaire, on utilise un laser qui éclaire un cristal spécial. Ce cristal possède une propriété étonnante. Lorsqu'un photon le frappe, il se transforme en une paire de photons qui sont intriqués quantiquement l'un avec l'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les états de ces deux photons sont liés instantanément et indissolublement, peu importe où ils se trouvent. Un photon de la paire, appelons-le le photon signal, vole vers l'écran avec les deux fentes et ensuite vers le détecteur. Le second photon, le photon témoin, vole dans une direction totalement différente vers son propre ensemble de détecteurs. C'est là que la magie commence. Les physiciens ont disposé les détecteurs pour le photon témoin, de telle manière que, selon le détecteur dans lequel il tombe, on peut soit savoir par quelle fente est passé son partenaire intriqué, soit non. C'est-à-dire que le photon témoin porte l'information sur le chemin du photon signal. S'il tombe dans certains détecteurs, l'information sur le chemin est conservée. S'il tombe dans d'autres, l'information est effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Et voici ce qui est fou. Le photon témoin arrive à ses détecteurs plus tard que le photon signal n'a déjà frappé son écran. D'abord, le photon signal passe par les fentes et est détecté. Ensuite, après un certain temps, le photon témoin est détecté. Et c'est seulement à ce moment-là que se décide si l'information sur le chemin du photon signal était disponible ou effacée. Il s'avère que nous faisons le choix de mesurer ou non le chemin de la particule après que cette particule a terminé son vol et a été enregistrée. C'est comme si nous influencions le passé depuis le futur. Lorsque l'expérience a été menée, les résultats ont confirmé la prédiction folle de la mécanique quantique. Si l'on regarde tous les photons signaux ensemble, il n'y a aucune interférence, juste une distribution uniforme. Mais, si on les trie ensuite selon le détecteur dans lequel est tombé leur partenaire intriqué, l'image change. Pour les photons dont les partenaires sont tombés dans les détecteurs qui ont effacé l'information sur le chemin, une figure d'interférence apparaît. Pour les photons dont les partenaires ont conservé l'information sur le chemin, il n'y a pas d'interférence. Et rappelez-vous, les photons signaux ont été enregistrés plus tôt que les témoins. La décision d'effacer l'information ou non a été prise après la détection du photon signal, mais le résultat a influencé son comportement rétrospectivement. Cela signifie-t-il que l'information voyage en arrière dans le temps, que le futur influence le passé, que nous pouvons changer l'histoire par nos mesures dans le présent? Non. Et voici pourquoi. Sans l'information des photons témoins, nous ne pouvons pas voir l'interférence.
Lorsque nous regardons l'écran avec les photons signaux immédiatement, avant de savoir quoi que ce soit sur les témoins, nous voyons simplement une tache floue, sans aucune structure. La figure d'interférence ne se manifeste que lorsque nous trions rétrospectivement les photons signaux en utilisant l'information classique sur les témoins, qui arrivent à la vitesse de la lumière ou plus lentement. Aucun transfert d'information plus rapide que la lumière ne se produit, aucune violation de la causalité. Mais le message philosophique de l'expérience reste bouleversant. Une particule n'a pas d'histoire définie tant que toutes les mesures nécessaires n'ont pas été effectuées. Le passé n'est pas fixé dans un sens absolu. Il dépend des questions que nous posons à son sujet dans le présent. Le photon n'a pas décidé s'il devait aller comme une onde ou comme une particule lorsqu'il traversait les fentes. Cette décision ne se cristallise que lorsque tout le système, y compris les partenaires intriqués et tous les détecteurs, termine l'interaction. La mécanique quantique ne décrit pas une réalité objective existant indépendamment des observations. Elle décrit des corrélations entre les observations. Et ces corrélations peuvent être non locales dans le temps, liant le passé et le futur de manière qui ne cadre pas avec notre intuition. L'expérience de la gomme quantique à choix retardée a montré que notre image classique du monde, où les événements se produisent à un moment précis, à un endroit précis et ont des causes précises, ne fonctionne que comme une approximation. Au niveau fondamental, la réalité est organisée différemment et nous commençons seulement à le comprendre. Mais si le monde quantique est si étrange, si les particules n'ont pas de propriétés définies avant la mesure, si l'observation crée la réalité, alors surgit une question radicale. Et s'il n'y avait pas d'effondrement du tout? Et si tous les résultats possibles de la mesure se réalisaient simplement dans différentes branches de la réalité? Cette idée a été avancée en 1957 par un jeune physicien américain, Hugh Everett III. Il était étudiant à l'université de Princeton, écrivait sa thèse sous la direction du célèbre John Wheeler, et il en avait assez d'entendre parler de l'effondrement mystique de la fonction d'onde. Everett a posé une question simple. Et si on retirait simplement l'effondrement de la théorie? Et si la fonction d'onde ne s'effondrait jamais, mais évoluait toujours selon l'équation de Schrödinger? Les mathématiques de la mécanique quantique le permettent parfaitement. L'effondrement ne découle pas des équations. Il a été ajouté manuellement, comme un postulat supplémentaire. Everett a proposé d'y renoncer. Mais s'il n'y a pas d'effondrement, alors que se passe-t-il lors de la mesure? Everett a répondu « L'appareil de mesure et l'observateur sont aussi des systèmes quantiques, décrits par des fonctions d'onde. Lorsque l'appareil interagit avec une particule en superposition, il entre lui-même en superposition. Si l'électron était simultanément ici et là, alors après la mesure, le détecteur se retrouve simultanément dans l'état A enregistré ici et A enregistré là. Et lorsque l'observateur regarde le détecteur, il se divise lui aussi en deux versions. L'une voit le résultat ici, l'autre voit le résultat là. Les deux versions sont réelles. Les deux existent. Simplement, elles ne peuvent plus interagir l'une avec l'autre, car leurs fonctions d'onde ont divergé et ne se croisent plus. C'est cela, l'interprétation des mondes multiples, bien qu'Everett lui-même n'ait pas utilisé ce terme. Il parlait de branches divergentes de la fonction d'onde universelle. L'idée est que chaque fois qu'un système quantique se trouve face à un choix entre plusieurs possibilités, toutes se réalisent. L'univers se ramifie en une multitude de copies, dans chacune desquelles se réalise sa propre variante. Dans une branche, le chat de Schrödinger est vivant, dans l'autre, il est mort. Dans une branche, l'électron est passé par la fente gauche, dans l'autre par la droite.
Dans une branche, vous lisez ce texte. Dans une autre, vous l'avez déjà fermé et vous faites autre chose. Cela sonne comme de la science-fiction, mais cette interprétation a de sérieux avantages. Elle ne nécessite pas d'effondrement mystique. Elle n'introduit pas de division arbitraire entre système quantique et classique. Elle est entièrement déterministe. La fonction d'onde de l'univers évolue strictement selon les lois de la mécanique quantique. Aucun saut aléatoire. Le hasard n'apparaît que subjectivement du point de vue de l'observateur à l'intérieur d'une branche qui ne sait pas dans quelle branche il tombera après la mesure. L'interprétation des mondes multiples explique aussi naturellement l'intrication quantique et toutes les étrangetés de l'expérience des deux fentes. L'interférence survient parce que différentes branches de la fonction d'onde se superposent et s'influencent mutuellement. Lorsque nous plaçons un détecteur, il crée une corrélation entre les branches et l'interférence disparaît pour l'observateur dans chaque branche séparée. Mais cette interprétation a aussi des conséquences radicales. Si elle est vraie, alors à chaque instant, l'univers se divise en une quantité astronomique de copies. Chaque événement quantique, dans chaque atome, chaque étoile, chaque galaxie, engendre de nouvelles branches. La plupart de ces branches diffèrent les unes des autres par des détails microscopiques, mais certaines sont radicalement différentes. Il existe des branches où vous avez pris d'autres décisions, choisi une autre profession, vivez dans un autre pays. Il existe des branches où les dinosaures ne se sont pas éteints, où la Seconde Guerre mondiale s'est terminée différemment, où l'humanité n'est jamais apparue. Toutes ces branches sont réelles. Toutes existent dans différents secteurs de l'espace de Hilbert, une structure mathématique qui décrit les états quantiques. Beaucoup de physiciens considèrent que ce prix est trop élevé. Multiplier les réalités sans aucune possibilité de vérifier leur existence semble injustifié. Mais les partisans de l'interprétation des mondes multiples répondent « Ces branches ne sont pas introduites exprès. Elles découlent automatiquement des mathématiques de la mécanique quantique, si l'on n'ajoute pas l'effondrement. C'est la théorie la plus économe en termes de postulats. Simplement, son ontologie est plus riche. De plus, certains affirment que l'interprétation des mondes multiples est en principe vérifiable. Si nous pouvions créer un système quantique suffisamment complexe, isolé de la décohérence, et ensuite forcer ces branches à interférer de nouveau, nous verrions directement des preuves de l'existence d'autres branches. C'est extrêmement difficile, techniquement, mais pas impossible en principe. Il est intéressant de noter que des expériences récentes commencent à s'en approcher. En 2025, un groupe de physiciens du Massachusetts Institute of Technology a mené une expérience qui peut être considérée comme la confirmation la plus précise de la mécanique quantique dans le débat entre Einstein et Bohr. Ils ont reproduit l'expérience classique des deux fentes, mais au lieu d'électrons et de fentes, ils ont utilisé des atomes et des faisceaux laser. Einstein supposait autrefois que l'on pouvait observer simultanément les propriétés ondulatoires et corpusculaires de la lumière si l'on fixait les fentes sur des ressorts et que l'on surveillait leur recul. Bohr objectait que l'incertitude quantique ne le permettrait pas. L'expérience a entièrement confirmé que Bohr avait raison. Plus on mesure précisément le chemin de la particule, plus l'interférence est détruite, en accord exact avec les prédictions de la mécanique quantique. La même année, sont sortis les résultats d'une autre expérience, où les physiciens ont réussi à mesurer un seul et même photon, à deux endroits simultanément, en utilisant un schéma astucieux avec des séparateurs de faisceaux. Cela ne signifie pas que le photon s'est physiquement dédoublé. Cela démontre plutôt la nature non locale des états quantiques. Le photon existe comme une fonction d'onde, étalée dans l'espace, et on peut interagir simultanément
avec différentes parties de cette fonction d'onde. Les résultats s'accordent avec l'interprétation des mondes multiples et réfutent certaines théories alternatives qui tentaient d'expliquer les effets quantiques par des variables cachées. Les ordinateurs quantiques, qui sont activement développés actuellement, utilisent en substance la nature multimonde de la réalité pour les calculs. Un bit quantique, un qubit, peut se trouver en superposition de 0 et de 1 simultanément. Un ordinateur quantique avec quelques dizaines de qubits existe simultanément dans des billions d'états, effectuant le calcul parallèlement dans toutes ses branches. Lorsque la mesure est effectuée, nous obtenons un résultat d'une seule branche, mais le calcul a utilisé l'information de toutes. Du point de vue de l'interprétation des mondes multiples, un ordinateur quantique est une machine qui emprunte de la puissance de calcul à ses copies dans des univers parallèles. Toutes ces expériences et technologies nous amènent à de profondes questions philosophiques sur la nature de la réalité. Si la mécanique quantique est vraie, et nous n'avons aucune raison d'en douter, alors le monde est organisé de manière totalement différente de ce que nous avons l'habitude de penser. Existe-t-il une réalité objective, indépendante de l'observateur? À cette question, différentes interprétations de la mécanique quantique donnent différentes réponses. L'interprétation de Copenhague dit en fait « Non, la réalité est créée dans l'acte de mesure. Avant la mesure, il n'existe que des potentialités. » L'interprétation des mondes multiples dit « Oui, mais cette réalité inclut toutes les branches possibles, et pas seulement celles que nous observons. La décohérence offre un compromis. La réalité existe, mais elle est fondamentalement quantique. Et l'image classique apparaît comme une description efficace pour les observateurs intriqués avec l'environnement. L'univers est-il déterministe ou aléatoire? Là encore, cela dépend de l'interprétation. Copenhague rend le hasard fondamental, intégré dans le processus même de l'effondrement. Les mondes multiples sont entièrement déterministes au niveau de la fonction d'onde universelle. Le hasard est subjectif. Les théories à variables cachées tentent de ramener le déterminisme, mais paient pour cela par la non-localité et d'autres étrangetés. A-t-il un sens de parler du passé objectivement? La gomme quantique à choix retardé montre que le passé n'est pas fixé tant que le futur n'est pas fixé. Les événements acquièrent une définition rétrospectivement, quand toute l'histoire des observations est terminée. Cela ne signifie pas que nous pouvons changer le passé, mais cela signifie que le passé n'est pas indépendant du présent. La conscience joue-t-elle un rôle particulier dans la mécanique quantique? Presque certainement non. Toutes les données expérimentales indiquent que la décohérence se produit lors de toute interaction avec l'environnement, indépendamment de la présence d'observateurs conscients. Les particules s'effondrent dans des états définis en interagissant avec des détecteurs, avec les atomes du milieu, avec des photons. La conscience n'est pas nécessaire, mais cela ne rend pas la situation moins mystérieuse. Si la conscience ne joue pas de rôle particulier, alors quand exactement se produit la transition du quantique au classique? Où est la frontière entre le système et l'observateur? Ces questions restent encore aujourd'hui un sujet de débat. Certains physiciens, comme Roger Penrose, supposent que la conscience est tout de même liée aux effets quantiques, mais pas comme cause de l'effondrement, mais comme un phénomène utilisant des processus quantiques dans le cerveau. Il existe des hypothèses sur des calculs quantiques dans les microtubules des neurones, sur l'intrication quantique entre différentes zones du cerveau. Ces idées sont spéculatives et n'ont pas de confirmation expérimentale convaincante, mais elles montrent à quel point la mécanique quantique influence notre compréhension de tout, y compris la nature de l'esprit. L'importance pratique de la mécanique quantique est difficile à surestimer. Le monde moderne est bâti sur ces principes.
les semi-conducteurs et les transistors, les lasers et les diodes électroluminescentes, l'imagerie par résonance magnétique et les horloges atomiques. Tout cela fonctionne grâce aux effets quantiques. Sans la compréhension de la mécanique quantique, il n'y aurait pas d'ordinateur, de smartphone, d'Internet, de GPS. Toute la révolution numérique repose sur la capacité à contrôler les états quantiques des électrons dans les cristaux de silicium. Mais nous entrons maintenant dans une nouvelle ère, que l'on appelle la seconde révolution quantique. Si la première révolution utilisait les effets quantiques à grande échelle, en faisant la moyenne du comportement de billions de particules, la seconde apprend à manipuler des systèmes quantiques individuels. Les ordinateurs quantiques promettent de résoudre des problèmes inaccessibles aux machines classiques. La factorisation de grands nombres, la modélisation de molécules complexes, l'optimisation, l'apprentissage automatique. Tout cela peut recevoir une impulsion révolutionnaire. Le problème est que les états quantiques sont fragiles. La décohérence les détruit constamment. Créer un ordinateur quantique stable avec un nombre suffisant de qubits est techniquement extrêmement difficile. Mais le progrès avance et récemment, plusieurs laboratoires ont démontré la suprématie quantique, la capacité d'effectuer des calculs inaccessibles aux ordinateurs classiques. La cryptographie quantique fonctionne déjà et permet de créer des canaux de communication absolument sécurisés. L'intrication quantique garantit que toute tentative d'écouter le message sera détectée. Les capteurs quantiques atteignent une précision impensable, mesurant les champs gravitationnels, les anomalies magnétiques, le temps. La métrologie quantique redéfinit les standards mêmes de la mesure. Alors, qu'avons-nous appris sur l'observation et la réalité? 100 ans de recherche ont montré que le monde au niveau quantique ne ressemble pas au monde de notre expérience quotidienne. Les particules n'ont pas de propriétés définies avant la mesure. L'observation n'enregistre pas passivement une réalité existante, mais participe activement à sa formation. Ce n'est pas de la mystique ni le rôle de la conscience, mais une caractéristique fondamentale du monde quantique. L'information est physique. L'interaction est irréversible. La mesure change ce qui est mesuré. L'effet de l'observateur est réel, mais il s'explique par la décohérence, l'intrication avec l'environnement, l'impossibilité d'isoler un système quantique des interactions. Nous sommes au seuil d'une compréhension encore plus profonde. Peut-être que la mécanique quantique n'est qu'une approximation d'une théorie plus fondamentale. Peut-être que son unification avec la gravité révélera de nouveaux principes de l'organisation de l'espace-temps. Peut-être que l'interprétation des mondes multiples s'avérera vraie et que nous vivons dans l'une des innombrables branches d'une réalité se ramifiant à l'infini. Ou peut-être trouverons-nous une toute nouvelle façon de penser le monde quantique qui réconciliera tous les paradoxes. L'expérience des deux fentes reste l'une des plus importantes de l'histoire des sciences, car elle montre les limites de notre intuition et nous force à chercher de nouvelles façons de comprendre le monde. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu si vous voulez plus d'analyse des phénomènes les plus mystérieux de l'univers. La réalité s'est avérée plus étrange que nous ne pouvions l'imaginer. Et ce n'est que le début.